Le jour levé, Sanchen et Pacaille, aidés de quelques nomades, ensevelissent le corps du malheureux Dago, le recouvrant d'une grosse pierre plate. Quand la caravane s'ébranle, Sanchen la laisse s'éloigner, afin de rester seul, un moment encore, près de son compagnon des bonnes et mauvaises heures. Pour la deuxième fois, le fer de la faute du destin s'est abattu sur un être particulièrement cher. La première fois, c'était son père adoptif. Il l'avait quitté après une longue maladie. Aujourd'hui, c'est Dago, son frère. Si subitement enlevé, Sanchen essuie une larme, puis le pas lourd rejoint Pacaille, qui s'est éloigné de quelques pas pour ne pas gêner sa méditation. Ne nous laissons pas distancer, lui dit le singe savant. Désormais, Dago n'a plus besoin de nous. Tu vois, mon cheval, désormais seul, lui aussi est bien triste. Nous le monterons à tour de rôle, en attendant que tu trouves un remplaçant pour Dago. En dépit de sa lenteur, la colonne des nomades atteint enfin Corem. La ville impériale est située sur l'échine d'une vaste montagne. Comme l'annonce son nom, du point d'où les voyageurs la contemplent, la cité apparaît immense, plus grande que toutes celles qu'ils ont traversées depuis leur départ de Cap-Taï. La haute enceinte de troncs d'arbres qui l'entoure soulève l'admiration de Pacaille. N'y aurait-il pas là, s'interroge-t-il, autant d'arbres que nous avons fait de pas pour venir jusqu'ici? Une écharpe de fumée voile les plus lointains quartiers de la cité, ajoutant encore à son mystère. La troupe des nomades franchit l'enceinte par la porte d'Orient. Profitant de la halte, les deux jeunes voyageurs remercient le chef de clan et tous ceux dont ils ont partagé la vie pendant plus de 2 lunes et avec qui ils avaient lié amitié. Sanchen remet une épine de porc-épic au jeune Aki, le tireur d'élite, en guise de souvenir porte-bonheur. Puis il s'éloigne en direction du marché. Pacaille, tenant son cheval par la bride, zigzagant entre des piles de couffins et de sacs où l'orge voisine avec le mie et cent autres denrées. D'un étal à l'autre, marchands et marchandes s'interpellent en des langues bigarrées. On dirait un concert de grenouilles, s'exclame Pacaille. Un recoin un peu plus tranquille les incite à faire halte. S'enchaîne, il laisse Pacaille en compagnie de Zoga et part en quête d'un gîte pour la nuit, se faufilant entre les chariots et les huttes de bois. Tout à coup, alors qu'il a les yeux tournés vers l'est, il découvre la façade d'un palais, encore plus magnifique que tous les monuments dont il avait rêvé en écoutant les récits de son père adoptif. L'imposante bâtisse couronne un monticule aménagé en gradin. De part et d'autre du portail d'entrée, 2 lions d'argent montent la garde. Une trompette retentit, des serviteurs accourent, portant des paniers chargés de fruits et de grosses outres gonflées, comme des juments pleines. Tandis que, bouche bée, s'enchaîne admire ce spectacle de rêve, un cavalier met pied à terre, près de lui, et lui tient un discours dont les mots lui sont inconnus. Les gestes qui l'accompagnent sont toutefois suffisamment clairs pour qu'il comprenne que le cavalier l'invite à le suivre. Il obéit et les deux hommes partent en direction du palais. Ensemble, ils pénètrent dans une cour où se côtoient des personnes de toute apparence. Certaines, vêtues de tuniques bariolées, portent de longues barbes. D'autres, les jambes enfouies dans des pantalons bouffants, ressemblent à des clowns. Des propos s'échangent d'un groupe à l'autre sans que le jeune garçon puisse le comprendre. Suivant son guide, son chien pénètre dans une vaste salle circulaire dont les murs sont tapissés d'épaisses teintures portant des figures grimaçantes de dragons. Un homme à allure de moine vient vers lui et lui fait signe de s'asseoir sur le tabouret que lui tend un serviteur. Le bonze lui parle dans une langue inconnue, aux inflexions très douces. Son chien ne peut que secouer la tête et faire de grands signes des bras pour montrer qu'il ne comprend pas. Son interlocuteur essaie une autre langue, aux accents plus gutturaux. Son chien hoche à nouveau la tête. L'homme hésite un moment, puis se met à parler tant bien que mal la langue de Kattei. L'inconnu décline son nom et son titre. Il occupe au palais le poste élevé de maître des cérémonies. Des cérémonies, explique-t-il, cherchant soigneusement ses mots, il s'en donne presque chaque jour à la cour du grand Khan. La prochaine, prévue pour le lendemain, aura un éclat tout particulier, car il s'agira, comme tous les ans, d'honorer les étrangers de passage dans la ville et de leur donner l'occasion de rencontrer le Khan et de lui parler.
Son chien comprend qu'il est prié de s'y rendre. En attendant, il recevra l'hospitalité du khan. Quant au cheval de Pacaille, il trouvera place dans les écuries royales, dont on dit qu'elles peuvent accueillir une armée entière de chevaux. Son chien n'a d'autre choix que d'accepter. Puis, prenant congé de son guide et du maître des cérémonies, il s'empresse d'aller retrouver Pacaille.